pense que la direction financière est effectivement beaucoup plus partie prenante, pas uniquement dans la décision, mais dans la partie conception et idéation. Donc très très tôt dans le process, on a remonté la chaîne de valeur et puis elle est quand même beaucoup plus équipée qu'avant. Et ce qui veut dire que le directeur financier, avec ses équipes, peut se concentrer sur justement faire de la stratégie, donner de la visibilité et se porter vers le futur de l'entreprise, là où avant, déjà, sortir des comptes, ça prenait quelques mois. Il doit pouvoir apporter au niveau des boards de la visibilité. Bonjour à tous et bienvenue sur Balance Sheet. Je suis Gilles Barcatz, le cofondateur d'Interexco Conseil, cabinet de conseil et de support opérationnel dédié à la fonction finance. Alors Balance Sheet, c'est quoi ? C'est le podcast d'Interexco Conseil qui décrypte les enjeux de la fonction finance avec des experts. On espère que vous allez apprécier cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et très bonne écoute. Bonjour Anouk. Bonjour Gilles. Je suis ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode de Balance Sheet. Tu es une dirigeante financière expérimentée et accomplie dans le domaine de l'assurance. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur le rôle de la fonction finance, son évolution, et également sur le rôle des nouveaux copilotes, ces personnes qui accompagnent donc les dirigeants d'entreprise au niveau de la fonction finance, et puis également des différences entre l'approche start-up versus grande entreprise, et puis pour terminer également, parler donc de l'avènement de l'IA, de son apport au sein des directions financières, et puis essayer de comprendre ce qui est survendu et ce qui est vraiment utile. Mais avant de commencer, je te laisse la parole. Merci d'abord, merci de m'accueillir dans ton podcast, c'est très sympa et puis j'ai découvert les autres épisodes. C'est très gentil, j'espère que les autres en profiteront également, super. Peut-être je vais me présenter rapidement. Donc moi je suis Anouk Bara, je suis effectivement une dirigeante financière, je travaille dans l'assurance depuis plus de 30 ans maintenant. J'ai commencé ma carrière de manière extrêmement classique, comme à peu près tous les financiers, dans un cabinet d'audit, un Big Four. Moi, j'ai fait mes classes chez KPMG. J'ai eu cette chance à l'époque d'avoir un cabinet qui était encore très peu structuré. Et donc, on faisait à la fois de l'audit classique et du transaction services, ce qui nous donnait un panel d'actions assez large et du coup, une première boîte à outils, j'allais dire. J'ai ensuite enchaîné dans un family office, société de private equity, où on faisait à la fois du fonds d'amorçage, donc le rachat de start-up. À l'époque, on n'appelait pas ça des start-up, mais voilà. Et du LBO, donc un peu le grand écart de l'investissement parce que cette société de private equity était adossée à un gros fonds anglais. Moi, là-dedans, j'étais VP Finance, donc plutôt middle et back office, mais avec une vision élargie parce qu'on était très peu nombreux. Donc, je faisais les RH, le legal, la finance, la fisca, l'IT, voilà. Et puis, surtout, je m'occupais aussi d'accompagner les structures dans lesquelles on avait investi en amorçage, de les accompagner dans la structuration de leur pilotage. Ok. Donc voilà, première expérience assez enrichissante en complément des classes dans l'audit, j'allais dire. Et puis ensuite, changement complet d'environnement. Je suis passée dans la grande entreprise, gros groupe international. Et c'est là où je suis rentrée dans l'assurance. Donc j'ai intégré AXA. J'ai occupé plusieurs postes de direction au sein d'AXA, dans plusieurs entités opérationnelles, toujours des entités opérationnelles, avec à la fois des domaines direction financière, fiscalité, donc des domaines d'expertise, j'allais dire, mais toujours avec une dimension restructuration ou structuration d'équipe, voire transformation. Donc il y a toujours eu dans les postes que j'ai occupés chez AXA ces différentes dimensions. Donc c'était à la fois le grand groupe, des choses assez rodées, mais finalement dans les périmètres où j'ai été, beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements et d'accompagnement du coup au changement pour moi en tant que manager. Mon dernier job chez AXA était d'être CFO d'AXA Corporate Solutions, à un moment où on fusionnait avec XL Kathleen pour former le nouveau AXA XL, fusion transfrontalière, puisqu'on fusionnait avec une entité qui nous absorbait et qui était située à Dublin. Fusion internationale, puisqu'on avait des succursales et des filiales dans 10 pays dans le monde, et il fallait que tout ça fusionne. Et puis qui dit fusion, dit intégration, et dit phase de transition. Donc moi, j'ai accompagné la fusion. Sur l'ensemble des dimensions d'un directeur financier, que ce soit la valorisation, que ce soit les agréments, que ce soit la fusion en elle-même, d'un point de vue juridique, mais aussi les équipes.
Et puis cette phase de transition de comment on fait pour les outils, comment on fait pour les process, comment on organise les équipes, comment on prépare l'intégration pour être sûr que la mayonnaise prenne entre les équipes. Voilà. Donc j'ai accompagné tout ça, vraiment la préparation de cette transition par cette phase très opérationnelle, mais aussi assez stratégique pour qu'XL Kathleen puisse se développer au sein d'AXA et devenir AXA XL. Et puis j'ai décidé de sortir de ce grand groupe et de monter ma structure. Et ça fait 6 ans maintenant que j'accompagne les entreprises et que j'interviens au sein de différentes structures, majoritairement à des moments de vie de l'entreprise un peu particuliers. Elle doit changer d'échelle et gérer sa croissance. Qu'est-ce que ça veut dire de changer de dimensionnement au niveau d'une direction financière et plus globalement au niveau d'une direction générale? Elle a fait une croissance un peu rapide et elle n'a pas atteint la rentabilité. Il faut structurer un peu tout ça, rendre la croissance un peu plus durable, pérenne. Elle doit se préparer à être vendue. Comment on la prépare? Elle doit faire une levée de fonds. Voilà. Donc tous ces événements un peu particuliers de la vie de l'entreprise, moi je les accompagne de l'intérieur, à la fois dans la dimension stratégique, dans l'accompagnement de l'équipe dirigeante, mais aussi de manière très opérationnelle, et tout particulièrement les directions financières. Okay. Et ma dernière intervention, par exemple, elle a été assez longue, elle a duré 2 ans et demi, au sein d'une compagnie d'assurance qui avait fait une croissance très rapide et qui avait besoin de ralentir, de structurer ses fondations et de revoir son modèle pour créer une croissance durable et puis au passage de faire fi un petit peu du passé. Donc j'ai passé 2 ans et demi en tant que directrice générale adjointe et CFO groupe au sein de cette structure pour les accompagner dans ce retournement. Ok, c'est un long accompagnement alors pour le coup. Oui, ça peut être long. Ça peut être long. Les durées peuvent être très courtes, ça peut être du temps plein, ça peut être du temps partiel. Un accompagnement par quelqu'un d'expérimenté, j'allais dire, c'est pas une mission de consulting classique. Et donc, il y a une adaptation aussi, une agilité, une adaptabilité qui est très différente. Ok, très clair. On en parlera d'ailleurs dans cette partie, effectivement, nouveau copilote. Sur la fusion AXA XL, je me permets de dire que je la connais bien, cette histoire, parce que ma femme a notamment participé de manière très, très opérationnelle à cette fusion. Donc, je vois très bien je vois bien le sujet. Très clair. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être pour commencer, alors déjà, on a pu voir effectivement toute ton expérience, et donc c'est sur cette base-là qu'on va pouvoir justement traiter les nombreux sujets qu'on va voir ensemble. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est comment a évolué ce rôle de dirigeant, et ce rôle de la fonction finance depuis le début de ta carrière? On parle aujourd'hui de business partner plutôt que de fonction support. Voilà. Comment ça a évolué? Quelles sont les implications concrètes de cette évolution pour un dirigeant et puis pour la fonction finance au sein de l'entreprise? Comment ça a évolué? Moi, je dirais qu'on est passé d'un directeur financier et d'une fonction finance, et j'emploie le mot fonction à bon escient, à bon escient, on purpose, comme on dit, parce que cette fonction finance, elle était plutôt support. Avec une vue de je produis des chiffres à partir du passé et je donne l'image du bilan de l'entreprise à un moment T avec tout ce qui s'est passé. Et donc une fonction finance qui est assez en bout de chaîne, plutôt assez isolée dans l'entreprise, bien sûr qui est fiable, très experte, qui connaît les éléments, qui connaît bien sûr la valeur des chiffres, qui commence à faire un peu d'analyse, mais qui reste somme toute une fonction support importante, avec un positionnement du directeur financier, souvent au sein d'un COMEX, mais pas forcément la personne qui est la mieux positionnée au sein du comité de direction, ou en tout cas qui a systématiquement voix au chapitre. On n'avait pas les mêmes capacités technologiques, donc forcément pas les mêmes capacités d'analyse, le traitement de données n'était pas le même, donc tout ça faisait aussi que chacun restait un peu plus dans son domaine d'expertise parce que tout ce qu'on changeait prenait du temps. Les process étaient quand même encore très manuels. On est passé progressivement, et d'ailleurs grâce à la technologie aussi, mais pas que, il y a eu aussi un changement d'état d'esprit, à un directeur financier et une direction financière qui s'est rapprochée du business. Donc d'une certaine manière, elle a remonté la chaîne de valeur.
Elle est devenue beaucoup plus prospective et non pas uniquement centrée sur une donnée chiffrée de qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça veut dire en termes de bilan, mais qu'est-ce qui va se passer demain et comment je prends part à la décision et surtout comment j'anime dans l'entreprise ces impacts financiers jusqu'à être partenaire du business pour avoir les bonnes orientations business, donner les bons leviers de décision au business pour qu'on aille tous dans la bonne direction, celle qui crée de la valeur durable pour l'entreprise. Ok. Concrètement, ça veut dire quoi être, quand on dit qu'on est partenaire en fait, du métier, c'est-à-dire dans les actions, ça voudrait dire quoi concrètement? Ça veut dire travailler déjà main dans la main. Si je donne l'exemple d'AXA Corporate Solutions, par exemple, quand j'y suis arrivée, c'était une structure dans laquelle pendant 10 ans, il y avait eu une direction financière externalisée. Une direction de la souscription qui avait voix au chapitre et qui était la direction qui portait les décisions de la boîte. Donc une boîte qui était très centrée business, très centré volume d'affaires et développement du volume d'affaires. Et là, on arrive avec le directeur financier de l'époque, moi j'étais directrice financière adjointe, et on doit remonter la direction financière et l'intégrer dans la gouvernance de l'entreprise et lui donner sa place. Et un gros travail qu'on a fait, ça a été un peu compliqué. Les premières fois où on y est allé, on était un peu les empêcheurs de tourner en rond. Je me souviens une fois où on est allé dans la succursale anglaise et on s'est fait recevoir, mais comme t'es malpropre, genre on n'a pas besoin de vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous nous apportez des contraintes dont on n'a pas besoin. Et donc il a fallu travailler à, non, on n'apporte pas des contraintes. On vient travailler avec vous pour que le business que vous faites soit le business le plus profitable et le plus intéressant de la boîte. Et pour ça, on va se fixer ensemble des objectifs, on va les piloter ensemble, on va avoir des engagements ensemble et on va travailler ensemble main dans la main. Et ça passe bien sûr par une communication régulière, des contacts réguliers. Et donc la direction financière, elle s'est ouverte, elle est devenue beaucoup plus transversale, elle a travaillé sa communication, elle est tout aussi experte, toujours, c'est hyper important, c'est une matière d'expertise, mais ce sont des experts qui sont capables de communiquer et de voir les choses. Et si on va même plus loin par rapport à cette fonction de business partner, je dirais qu'on continue à faire évoluer cette direction financière et le positionnement du CFO dans l'entreprise, qui aujourd'hui devient un vrai copilote du DG. Et d'ailleurs, c'est souvent des binômes. C'est pas pour rien que de nombreux directeurs financiers deviennent directeurs généraux, directeurs généraux ensuite, soit adjoints, soit complètement directeur, soit directeur général de la boîte. C'est aussi parce que le directeur financier est maintenant reconnu comme copilote de l'entreprise, comme stratège et comme une des personnes qui va être clé pour cette création de valeur durable. Ok, très clair. Ça veut dire aussi qu'il y a une évolution de la gouvernance. Ce que je comprends aussi dans les mots que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de communication, puis il y a une gouvernance. Et je vois que maintenant aussi, la direction financière, elle est impliquée beaucoup plus tôt, finalement, peut-être dans les décisions importantes, dans les projets. Elle a droit au chapitre pour pouvoir justement décider est-ce qu'un projet doit aller au bout ou pas aller au bout. Je pense que la direction financière est effectivement beaucoup plus partie prenante, pas uniquement dans la décision, mais dans la partie conception et idéation. Okay. Donc très très tôt dans le process, c'est là où je dis qu'elle est sortie de son isolement de bout de chaîne, elle a remonté la chaîne de valeur et puis elle est quand même beaucoup plus équipée qu'avant. Beaucoup de choses ont été automatisées, on a des capacités maintenant informatiques qui font que les analyses sont beaucoup plus rapides en termes de production, et ce qui veut dire que le directeur financier avec ses équipes peut se concentrer sur justement faire de la stratégie, donner de la visibilité et se porter vers le futur de l'entreprise, là où avant, déjà, sortir des comptes, ça prenait quelques mois, pour les meilleurs, plusieurs semaines, mais enfin, beaucoup de mois. Donc, il y a ce côté, effectivement, être maintenant dans l'idéation, être dans la conception de la stratégie et aussi, bien sûr, dans l'exécution, c'est-à-dire comment ensuite on monitore cette stratégie. Ça veut dire aussi que le directeur financier, il doit pouvoir et il doit apporter au niveau des boards de la visibilité. Il doit clarifier les choses, il doit donner les éléments qui permettent de faire les bons arbitrages. Ok. Très clair. Peut-être une petite question aussi, mais est-ce que le directeur financier, ou la fonction finance, elle a besoin d'être un expert métier aussi? Est-ce qu'elle a besoin de bien connaître le business pour pouvoir justement être un fameux business partner? J'imagine que oui, mais je comprends qu'avant, c'était peut-être pas forcément le cas, mais qu'aujourd'hui,
cette fonction finance et ce directeur financier, il doit avoir quand même cette connaissance assez fine du métier pour pouvoir vraiment bien être un bon copilote pour son DG. Moi, je suis convaincue que oui. C'est comprendre le business, comprendre où sont les leviers, connaître son marché, connaître ses concurrents, faire des analyses stratégiques et marché, c'est primordial. Comment on peut donner de la visibilité, faire prendre des décisions à un board ou s'opposer à une décision aussi, parce que c'est aussi un garde-fou, le directeur financier, sur un certain nombre de sujets. Comment on peut le faire sans connaître le marché, sans avoir cette vision stratégique? Donc oui, c'est quelqu'un qui doit connaître le business de la boîte, au-delà de ça, son marché, ses concurrents, l'ensemble des leviers, et puis qui doit regarder ce qui se passe ailleurs. Ok. D'avoir une vision un peu marché, Ouais. concurrence. Concurrence parce que dans son marché, mais aussi dans les marchés qu'il n'a pas encore adressés, notamment en termes de géographie, qu'est-ce qui se passe? Okay. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas encore en France ou en Europe et qui seraient intéressantes de mettre en place? Donc, il faut qu'il soit beaucoup plus observateur. Okay. Il doit sortir, et d'ailleurs il le fait maintenant, de sa pure fonction finance. Ok. Est-ce que ça veut dire aussi que le profil du CFO par rapport à tes débuts, il a aussi évolué? Est-ce que c'est toujours le même profil ou est-ce qu'aujourd'hui on est ouvert à des profils un peu plus divers, variés, des expériences différentes? Voilà. Est-ce que le profil du CFO a été modifié avec le temps? Je pense que oui, dans un certain nombre d'entreprises, justement parce que aujourd'hui on a besoin de rester expert financier, mais on a besoin aussi de communiquer sur notre matière, donc d'être de meilleurs communicants et de savoir expliquer de manière très simple des concepts financiers qui peuvent ne pas l'être. Sortir même du jargon financier par moment. Et puis, c'est quelqu'un qui va être visible au niveau du board, visible au niveau des investisseurs, au niveau des actionnaire, visible en interne dans l'entreprise, puisqu'il va parler avec les différents métiers, etc. Donc, c'est bien sûr un profil qui garde son expertise, mais qui va être beaucoup plus dans la communication et beaucoup plus aussi dans une forme de stratégie, qu'elle soit business, mais aussi dans une stratégie de communication, de comment je fédère autour de mes sujets, comment tout le monde va s'approprier un petit peu cette matière finance pour pouvoir amener l'entreprise au bon endroit avec les bons leviers. Okay. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as répété à de nombreuses reprises le mot communication. Et je comprends que finalement c'est quelque chose qui est très très important pour un directeur financier, pour la fonction finance. Aujourd'hui dans l'entreprise, c'est de communiquer. Alors, il y a la communication actionnaire, externe, etc. Mais même en interne, de pouvoir communiquer à de nombreuses reprises, c'est quelque chose qui a l'air d'être très important aujourd'hui. Pour moi, c'est encore une fois primordial parce que comment on est business partner ou copilote si on ne communique pas? Si on reste enfermé dans son bureau et derrière ses chiffres? C'est la fonction finance, et puis les chiffres, ils se produisent presque tout seuls. Aujourd'hui, c'est pas complètement vrai. Il y a des équipes qui les analysent, il y a des choses un peu plus complexes qui sont plus difficilement automatisables. Mais le travail est facilité. Mais le travail est fortement facilité, ce qui aussi libère du temps pour faire autre chose. Et aussi pour aller beaucoup plus loin dans les analyses. Et alors là, avec l'IA, on a des leviers encore plus importants. Donc forcément, ça donne aussi cette latitude de s'ouvrir. Ça donne du temps. Et je pense qu'effectivement, savoir travailler au sein de l'entreprise en copilote, en co-stratège, en client, en fournisseur, être dans ces relations, c'est important. On n'est pas juste là en finance pour produire des chiffres. Et d'ailleurs, dans les entreprises où la fonction finance, parce qu'il y en a encore, où on considère que c'est juste du reporting et puis tous les éléments stratégiques, c'est ailleurs, je pense qu'on se trompe et qu'on ne tire pas parti complètement de tout le levier que peut apporter une bonne direction financière quand elle est calibrée au bon niveau. C'est intéressant aussi ce que tu dis parce que... Chez Interexco, on est un cabinet d'expertise comptable et de conseil. Et c'est vrai que cette notion de produire des chiffres qui sont un peu dans le passé, on va dire, c'est un peu, pas le reproche, mais c'est un peu l'idée qu'on a aujourd'hui des cabinets d'expertise comptable. Et donc, très souvent, et notamment avec l'apparition de la facturation électronique, on a l'impression qu'on est là pour juste produire des chiffres et qu'effectivement, on est un petit peu avec un temps de retard. C'est-à-dire, on arrive, on produit des chiffres au 31 juin qui datent du 31-12 en fait. Et donc, on a cette vision très, très passée, alors qu'aujourd'hui, on est dans une économie de l'instantané. On a besoin d'avoir des chiffres, comme tu l'as dit, des chiffres réguliers, avec un pilotage, etc. Et donc, cette révolution, en tout cas cette transformation de la fonction finance qui s'est opérée,
elle commence aussi à s'opérer à des niveaux plus bas, on va dire, avec les experts comptables qui sont les DAF, on va dire entre guillemets, c'est la fonction finance des PME qui n'ont pas de fonction financière intégrée. Et donc on voit cette révolution arriver aussi chez nous en termes de positionnement et de business partner. Donc c'est intéressant de voir que cette évolution, elle est arrivée aussi aujourd'hui chez nous. Et aujourd'hui, l'expert comptable devient un peu aussi maintenant le business partner. En tout cas, c'est l'ambition de ses clients, quoi. Et d'ailleurs, il a des outils bien différents d'avant, ce qui lui a aussi libéré du temps. C'est exactement ça, c'est d'avoir des outils qui font de la prod, alors pas de manière automatique à 100%, mais qui effectivement facilitent ce travail. Peut-être une dernière question, tout à l'heure on parlait de board et le rôle du DAF dans le board qui a aussi évolué. Aujourd'hui, le board, il donne de la visibilité. Qu'est-ce qu'il fait d'autre aussi ? Est-ce qu'il a un rôle particulier au-delà de ce rôle de visibilité ? Ce rôle premier, c'est quand même de présenter les comptes et d'assurer la fiabilité des comptes et de donner déjà la valeur, le bilan de l'entreprise. Et je parle de bilan pareil, on purpose, parce qu'on regarde souvent le compte de résultat. On regarde souvent les BDA parce que ce sont des choses qu'on communique beaucoup. Il y a aussi, quand on est dans des phases de cession, des multiples, des BDA, etc. Mais le bilan, c'est la photo à l'instant T de la boîte, sa valeur, et c'est là qu'on mesure la santé de la boîte. Donc le directeur financier, il va présenter ce bilan-là. Il se trouve que dans le bilan, il y a le résultat de l'année et donc le PNL de l'année. Mais c'est avant tout un bilan qu'on va présenter. Et il va le présenter en montrant aussi sa vision de la gestion de l'entreprise dans l'année. Et c'est là où il va orienter aussi les choses. Donc ça, c'est quand même son premier rôle. Au-delà de ça, il va être vraiment, à mon sens, un des éléments clés dans le board, dans le comité de direction aussi, d'accompagnement à la prise de décision. Il doit pouvoir donner cette visibilité, clarifier les choses, donner les éléments, les leviers de prise de décision pour que le board ou le comité de direction prennent les bonnes décisions. Et puis je pense qu'un de ses rôles, et je parlais de garde-fou tout à l'heure, c'est de savoir dire non. Il a quand même ce rôle qui n'est pas toujours très agréable, alors qui est souvent d'ailleurs face au business. On peut prendre l'exemple d'une boîte qui veut faire beaucoup de croissance. Il y a souvent des discussions comme ça dans des scale-up notamment, mais pas que. La notion de croissance est quand même très importante dans l'entreprise et c'est normal. Maintenant, faire de la croissance, du volume, c'est hyper simple. Mais il faut que ce soit soutenable. Voilà. Et pour que ce soit soutenable, que la croissance soit durable, pérenne, le directeur financier, pour moi, là, il a un vrai rôle de donner cette visibilité et de dire, c'est peut-être pas la bonne temporalité. Okay. Pas la croissance à tout prix. Et attention, si vous faites cette croissance-là, on va avoir tel problème de cash parce que notre besoin en fonds de roulement, etc. Donc, voilà. Et d'expliquer pourquoi, en fait. Ouais. C'est pas juste dire non. C'est pourquoi je dis non et qu'est-ce que je propose comme alternative. Ok, très clair. Peut-être juste pour conclure sur ce sujet, sur le dernier numéro de Balance Sheet, on avait Marc Faget qui est numéro 2 de la direction financière d'Alan. Et lui, dans son rôle, et donc c'est le rôle au sein de la fonction financière d'Alan, c'était pas de dire non, c'était de dire voilà les enjeux, voilà les enjeux financièrement, voilà voilà les contraintes ou du moins voilà les informations à avoir en tête. En revanche, après, c'est à l'expert, la personne qui est en charge du projet, de prendre sa décision. Mais en revanche, la direction financière ne va pas dire non. Elle va juste lui dire voilà où tu vas, grosso modo, et là où tu vas aller si tu continues dans cette voie. D'un point de vue financier, grosso modo, peut-être que tu vas te prendre un mur, peut-être que c'est très bien, mais peut-être que tu vas te prendre un mur, mais la décision, elle est à toi. C'est pas moi qui vais te dire non, mais sache que voilà, je t'ai prévenu, grosso modo. Alors c'est une culture assez particulière, Alain, je ne dis pas que c'est réplicable, mais voilà, c'est intéressant aussi en termes d'exemples, d'avoir des contre-exemples avec des entreprises qui finalement vont donner la responsabilité à la fonction finance de donner son avis, mais pas de dire non. Voilà. Ça dépend des cultures d'entreprise. Ça dépend de la culture d'entreprise. Ça dépend de la responsabilisation de la décision. Chez Alan, ils sont là-dessus très avancés, je dirais. C'est leur credo, c'est leur culture. Il y a d'autres boîtes qui sont moins matures dans cette responsabilisation. La plupart, j'imagine. La plupart, je pense. Maintenant, moi, je reste convaincue qu'il y a aussi des sujets sur lesquels c'est un no-brainer, quoi. Il faut taper sur le point de la table, il faut dire non. Ouais, parce qu'il y a des fois, c'est une question de survie d'entreprise. Alors, ça dépend aussi dans quelle étape de vie est l'entreprise, mais une société qui est, par exemple, en difficulté, qui a plus de cash,
qui veut faire de la croissance à tout prix, alors que la croissance coûte en besoin en fonds de roulement, il y a un moment, c'est vital. Et donc là, c'est OK, peut-être qu'on peut dire, oui, tu as envie de faire ça, tiens, vas-y, teste, et puis on verra bien. Mais en fait, non, la boîte n'en a pas les moyens. Ouais. Donc, en fait, c'est une question de dans quel état est la boîte, à quel moment on doit prendre la décision, à quel moment de vie. Et il y a des moments de vie où il faut être beaucoup plus directif qu'à d'autres, ou en tout cas sur certains sujets, c'est trop vital pour qu'on puisse se dire OK, on fait du test and learn et on verra bien. Quand on a la latitude de pouvoir le faire, c'est fantastique. Et responsabiliser une équipe, responsabiliser des directeurs de projet et autres, c'est génial, parce que ça veut dire qu'on embarque un collectif au-delà d'une fonction finance. C'est fantastique, mais c'est pas toujours possible. Ouais. Ça dépend de la maturité de l'entreprise. Aussi. Ok. Tout à l'heure, tu as beaucoup parlé de la notion de copilote. Tu en es une d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire copilote? Alors je sais qu'il y a plein de noms, on peut être operating partner, sparring partner, manager de transition, même si je crois que ce n'est pas exactement ce qu'on appelle un copilote, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une émergence de ces rôles-là, donc d'intervenants extérieurs, de consultants, conseillers qui viennent aider les entreprises, quel que soit leur stade de maturité, pour les accompagner dans leur croissance ou dans leurs défis de restructuration, etc. Peut-être que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les différents rôles qu'on peut avoir en termes de copilote, à quoi il sert le copilote et qu'est-ce qu'il peut faire que des internes, on va dire, entre guillemets, au sein de la fonction finance ne peuvent pas faire. Alors, je ne parlerai pas de rôle, je parlerai de posture. En fonction du besoin d'une entreprise, elle va aller chercher des profils et donc des postures derrière qui vont être différents par rapport à son besoin. Ça peut d'ailleurs être la même personne qui ne prend pas la même posture parce que la mission n'est pas la même. Et moi, ça m'arrive de ne pas avoir la même posture parce que je travaille soit directement avec la direction générale, soit de manière plus opérationnelle avec la direction financière, donc ça dépend de la mission. Si on prend l'exemple d'un operating partner, pour moi, on va être dans une posture d'operating partner quand on va être dans le très hands-on, très opérationnel, dans le concret avec les équipes. C'est l'exemple type d'une structure qui a besoin de faire un gros nettoyage de son passé. Et l'operating partner, il va venir aider, par exemple, la direction financière à travailler ce nettoyage du passé de manière très concrète au fond de la mine avec les équipes, mais avec sa posture externe aussi. Et donc les aider à garder du recul par rapport au fait qu'ils sont au fond de la mine et qu'ils doivent nettoyer tous les jours, etc. Un bas de bilan qui n'a pas été nettoyé, par exemple. Donc ça va être du très concret, du très opérationnel. Un sparring partner, où on va parler d'une posture de sparring partner, quand on va plus être dans un accompagnement à un niveau plutôt direction générale ou du directeur financier, pour l'aider à réfléchir, pour le challenger, pour travailler la stratégie avec lui, pour travailler une transformation. Donc l'aider à garder cette visibilité, à être challengé de manière à... Et c'est souvent quand on est en train de faire un gros changement dans la boîte, des choses très structurantes, d'ailleurs très, très transformantes plus que structurantes. Là, on va chercher quelqu'un qui va donner cette visibilité. Après, ça peut être juste avoir besoin d'un senior advisor qui va être membre de board, un membre de board indépendant et qui, lui, vient accompagner la boîte avec son expérience et mettre son expérience au service de la stratégie de la boîte et de sa gouvernance. Ou alors, on n'a pas de directeur financier, il faut quelqu'un pour le remplacer, et là, c'est plus du pur management de transition. Ça peut être exactement la même personne. Sa posture ne sera pas la même, son accompagnement ne sera pas le même. Moi, ça m'arrive d'être très operating partner, ça m'arrive d'être sparring partner, ça m'est arrivé d'être DAF de transition. Ça dépend du besoin. Et puis parfois, c'est un peu tout. C'est un peu tout. Au sein de la même mission, ça peut être les différents rôles. Oui, parce qu'on arrive pour un besoin particulier. Et on observe qu'il y a aussi besoin de coacher le DG qui est en train de changer d'échelle et qui a besoin de trouver sa bonne posture. Il y a besoin de faire grandir les équipes parce qu'elles étaient adaptées à ce moment de vie de la boîte. Et puis aujourd'hui, il y a des challenges qui sont différents. Et qui dit challenge différent dit
postures différentes, réflexions différentes, organisations différentes. Et puis, ce n'était pas la mission de départ. La mission de départ, c'était de faire un truc très opérationnel, d'accompagnement pour, définir la stratégie d'outils de bout en bout d'une direction financière, par exemple. Et puis, finalement, on en vient à de la transformation. Moi, j'ai eu une mission, par exemple, dans une InsurTech, où je suis arrivée au départ. Ils avaient embauché un CFO, une CFO d'ailleurs, qui venait d'un fonds d'investissement, qui était et qui est toujours brillante. Simplement, elle n'avait pas d'expérience opérationnelle en entreprise. Et le DG me dit, est-ce que tu peux venir l'accompagner, faire un audit, histoire de voir si ce qu'elle est en train de mettre en place, on a les bons fondamentaux. Les fondations vont se mettre en place et on va pouvoir croître dans de bonnes conditions. Donc au départ, petite mission d'audit et puis un peu de sparring partner avec la CFO pour la faire monter en compétence sur des choses, somme toute, très opérationnelles quand même. Et puis travailler avec elle, comment je structure ma fonction finance, comment je l'organise, quels outils, quel profil, enfin voilà, donner cette vision-là. Et puis finalement, dans la mission, il s'est trouvé qu'il y avait une levée de fonds. Donc j'ai travaillé sur la levée de fonds. Il y a eu un dossier d'agrément pour devenir assureur. J'ai travaillé là-dessus, en accompagnement de la direction générale. Il a fallu intégrer la direction financière dans la prise de décision et la faire travailler avec les autres directions. J'ai accompagné là-dessus. Et donc finalement, c'est devenu un accompagnement 360. De bout en bout. De bout en bout. Avec des rôles à chaque fois très différents au fur et à mesure de la mission, effectivement opérationnelle, stratégique, levée de fonds, etc. Donc tu as pu embrasser ces différents rôles au sein d'une même mission. Oui, puis j'allais dire dans la même journée, c'est des casquettes qui changent. En plus. Parce que c'est un peu des postures. L'avantage d'avoir des années d'expérience, d'avoir été dans des environnements différents, d'avoir expérimenté très opérationnellement un certain nombre de choses, d'avoir fait beaucoup de transfos, de fusions et autres, ça donne une agilité aussi sur les sujets et c'est souvent ça que les boîtes viennent chercher. Par contre, elles ne l'expriment pas toujours comme ça. Souvent, il y a un sujet très concret au démarrage. Et puis, au fur et à mesure, l'accompagnement se met en place et ça peut donner un accompagnement qui a un dimensionnement bien différent de ce qui était le dimensionnement de la mission au départ. Ok. Et tu parlais de posture. C'est ça qu'on vient chercher finalement chez un copilote. Alors, quand je parle d'un copilote, c'est un copilote extérieur, hein, j'entends. C'est une question de posture, de recul qu'en interne, ils n'arrivent pas à avoir, hein, c'est ça? C'est vraiment ça le... Je pense qu'on vient chercher la posture, la prise de recul, parce qu'on arrive avec un œil extérieur. On n'est pas du tout happé par le quotidien. Et puis, on amène la réflexion. Je pense que ce sont les aimants, puis on amène notre expérience. Aussi. Expérience d'environnement différent. Le fait de passer d'une entreprise à l'autre, il y a d'abord notre vécu dans l'ensemble des fonctions qu'on a eues, et puis l'ensemble des missions qu'on a pu faire, ça donne une boîte à outils. Et c'est une boîte à outils qui peut être très opérationnelle et aussi très stratégique. Et c'est aussi cette capacité à passer du stratégique au très hands-on qu'une entreprise va venir chercher. Encore une fois, parce que souvent le problème n'a pas qu'une solution. C'est un ensemble de solutions qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne. Ok, très clair. Peut-être pour continuer là-dessus, toi aujourd'hui, donc tu peux être operating partner, tu peux être sparring partner. Concrètement, quand tu interviens aujourd'hui dans une entreprise, quelles sont les trois choses à mettre en place ou les trois points que tu mets en place dès le départ quand tu commences une mission? Est-ce qu'il y a une sorte de process, on va dire, assez cadré là-dessus quand on intervient en tant que copilote? Alors, il y a, je ne sais pas si c'est un process très cadré, mais chacun a sa recette un petit peu, j'allais dire. Après, ce n'est pas forcément des choses qu'on met en place tout de suite. Mais moi, je considère que quand on intervient en externe, il faut qu'on soit efficace très vite. On n'est pas là pour facturer des jours d'observation, etc. Donc, moi, j'ai un peu un petit rituel pour cerner un certain nombre de choses très vite. D'abord, on est venu me chercher sur un sujet. Est-ce que c'est le vrai pain point? Donc déjà... Parfois, c'est pas le cas. Parfois, c'est pas le cas. Parfois, c'est pas le cas. Ou en tout cas, ça nécessite d'élargir un petit peu le scope et le champ d'action ou le positionnement pour être vraiment efficace. Et donc, je vais d'abord auditer, observer très rapidement pour faire mon diagnostic et me dire, OK, on m'a demandé ça, moi, ce que j'observe, c'est ça, ça, ça et ça. Donc, et très vite proposer
pas un plan d'action définitif, mais en tout cas une première approche, de manière à rentrer très vite dans le concret. Parce que, encore une fois, on ne vient pas faire un audit de 3, 4, 5 semaines juste pour sortir un audit. On attend de nous des résultats très rapides. De l'impact. Ouais. De l'impact. Donc ça, c'est la première chose. Après, dans mon rituel, je vais regarder comment l'entreprise est organisée, comment elle est équipée, comment elle est gouvernée, qui prend les décisions, à quel moment. Est-ce que la prise de décision, elle est très claire? Les responsabilités sont bien partagées, etc. Et le mode de leadership. On parlait tout à l'heure de dire non, pas dire non, etc. C'est aussi des cultures d'entreprise, de savoir justement comment se prennent les décisions, comment on responsabilise les gens, etc. Donc, et puis c'est pas forcément écrit, j'imagine. C'est dit, mais il y a ce qui est dit et il y a l'expérience et l'observation. Et donc, c'est faire ce panorama de l'environnement, à la fois de bien cerner un petit peu comment, encore une fois, la boîte est organisée, son mode de leadership, son mode de prise de décision, mais aussi comment elle s'est équipée, c'est-à-dire quel est son niveau de maturité et comment elle se situe dans son marché. C'est quoi son business model, comment elle le pilote, etc. Et si on regarde sur une direction financière, ça va être très vite de voir comment la direction financière est organisée, les rituels de décision qu'elle a, les KPI, comment elle maîtrise son modèle, comment elle maîtrise son marché, est-ce qu'elle maîtrise ses leviers, et puis derrière, c'est quoi ? On a quoi comme équipe, on a quoi comme outil, est-ce qu'on a les fondamentaux, est-ce qu'on les a pas, enfin voilà. Bien voir où on en est, quoi. Ok. Et ça permet de déterminer à la fois est-ce qu'on est sur le bon pain point ou est-ce que finalement le diagnostic est différent et où on doit agir et du coup quelle posture on a. Okay. Est-ce que c'est simplement un accompagnement stratégique ou est-ce qu'il faut aller dans le concret avec les équipes parce qu'il manque un certain nombre de choses et quels sont les leviers. Et puis très souvent d'ailleurs en faisant ça, on observe des choses qui ne sont pas du tout dans la mission mais qui vont enrichir aussi le client parce qu'on va lui dire tiens, moi j'ai vu ça chez tel client, tu devrais regarder tel outil, ça peut t'aider dans ta gestion de cash et ta gestion de sinistre par exemple. Enfin, voilà. Okay. C'est un rôle aussi de conseil avec un regard externe et une expérience variée. Ok. Est-ce que l'intégration au sein des équipes se fait assez facilement d'ailleurs ? Est-ce que les équipes acceptent assez facilement qu'un operating partner vienne un peu mettre les mains dans leur cambouis, entre guillemets ? Est-ce que ça se passe toujours bien ? Est-ce qu'il y a des moments où c'était de friction ? Moi, j'en ai pas connu. Super. Voilà. Peut-être qu'il y en a, moi, j'en ai pas connu. Au niveau des équipes, il n'y a aucun sujet. Au niveau de la direction, il y a des personnes qui aiment plus ou moins être challengées. Et donc c'est aussi trouver la bonne manière de communiquer. On en revient à notre sujet de communication. C'est souvent une manière d'exprimer les choses, de dire les choses. Et donc ça nécessite de comprendre le leadership, comment il fonctionne, la culture d'entreprise. Très certainement, si j'intervenais chez Alan, j'aurais pas le même mode d'intervention que dans d'autres entités. Parce que effectivement, la responsabilisation, la communication, la transparence même, je dirais, chez eux est très forte. Les prises de décision se font pas dans les réunions, mais par écrit. Enfin, voilà, c'est très particulier comme modèle, c'est très avancé et très pensé. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans lesquelles on trouve ça. Par contre, il y a des entreprises, par exemple, où on va avoir énormément de réunions. On est censé prendre les décisions. Mais alors, c'est réunion sur réunion sur réunion. Donc, il y a aussi là, parfois, un travail à faire, de faire comprendre aux dirigeants ou au directeur financier, si ça se passe dans sa direction, c'est peut-être pas efficace, là. On prend beaucoup de temps en réunion, puis au final, on sort, c'est un peu flou, tout ça. Donc, c'est aussi ce conseil, qui n'est pas forcément l'objet de la mission, mais tant qu'à faire, on est là. On a notre regard. On observe, et puis on se permet de donner des conseils qui ne sont pas dans la feuille de route de base. Ouais. On permet de discuter. Et d'apporter une vue. Tiens, moi j'ai observé ça, qu'est-ce que t'en penses ? C'est normal pour toi ? C'est pas normal, parce qu'il y a des entreprises, on préfère faire plusieurs réunions parce qu'il y a besoin de fédérer, d'obtenir une adhésion, et ça prend du temps, parce que c'est la culture d'entreprise. Moi, je peux arriver là-dedans et me dire, tiens, ils en sont à 3 réunions sur le même sujet, ça fait quand même beaucoup. Puis finalement, c'était ce qu'il fallait pour fédérer. Donc, c'est au cas par cas. Ouais. Il n'y a pas de recette toute faite. Par contre, encore une fois, moi, j'ai mon petit rituel d'arrivée parce qu'il faut que je cerne très vite les choses. Ok. Peut-être pour continuer là-dessus,
tu accompagnes des scale-up qui donc changent de phase, changent de dimensionnement. Comment on reconnaît ces signes de changement de phase, de changement d'étape, de changement structurant pour une entreprise et comment on les accompagne sur ces sujets-là? Alors, si on reste sur le sujet de la scale-up... Alors, scale-up ou autre, d'ailleurs. Oui, ou autre, mais si on prend cet exemple-là, on va le voir, par exemple, par le goulet d'étranglement. La structure où on est complètement sous l'eau. La prise de décision commence à devenir floue. On se fait rattraper par plein de projets qu'on a commencé, qu'on n'arrive pas à finir, etc. Ça, c'est... là, il faut se poser, il est urgent de se poser et de se dire, OK, comment je remets de la temporalité, comment je remets des priorités, comment je réorganise la prise de décision. Et est-ce que j'ai bien tous les fondamentaux pour le faire ? Si je suis une scale-up, je fais une grosse croissance. Si j'ai pas mis les bonnes équipes, pas mis les bons outils, pas mis les bons process, c'est-à-dire la capacité d'exécution, je risque d'avoir une croissance que je ne sais pas piloter. Si je fais une croissance à tout prix, mais que je n'ai pas mis en place le monitoring qui permet de se dire cette croissance, elle va être pérenne, durable, je suis sur les bons leviers, j'ai la bonne stratégie, je suis au bon endroit en termes de mark-to-market, etc., je vais passer à côté de quelque chose. Le problème de ça, c'est que quand on est en phase de croissance, on génère du cash, on génère du volume, ça cache des fragilités. Et on peut passer à côté de ces fragilités, puis à un moment, on va se retrouver à court de cash parce que la croissance, elle a consommé beaucoup de cash et finalement, j'en ai plus assez. Et je le vois trop tard. Donc, et comme j'étais en goulet d'étranglement, comme mes décisions étaient floues parce qu'on courait derrière la croissance, tout ça, je ne l'ai pas vu. Donc l'important, c'est de se dire, OK, comment je me repose ? Comment je reprends du recul ? Je redéfinis les priorités, les process de prise de décision, je vérifie mes fondamentaux en termes de capacité d'exécution. Tout ça, c'est je me remets de la temporalité d'une certaine manière. Des fois, c'est ralentir le rythme, des fois, ça n'implique pas de ralentir le rythme, mais en tout cas, la prise de recul est hyper importante. Par rapport à ce que tu dis, on comprend qu'au-delà de l'accompagnement de manière hands-on, etc., il y a aussi une question de leadership et de gouvernance dans les sujets dans lesquels tu peux intervenir auprès des dirigeants. Comment on accompagne les dirigeants financiers ou DG, etc., justement lorsqu'il y a des changements de phase? Comment on arrive à les faire à modifier leur attitude? Est-ce qu'ils ont des choses à modifier eux aussi d'ailleurs? Qu'est-ce qui doit changer? Est-ce qu'ils doivent changer? Comment accompagner ce changement? Comment leur dire? Voilà, je me dis que c'est toutes ces questions-là aussi qui se posent. Comme tu le disais, à un moment donné, il y a peut-être des dirigeants qui n'aiment pas être challengés, qui ont monté leur boîte et qui ont toujours eu le dernier mot et eu la vision sur tout. Donc quand on grandit, je suppose qu'à un moment donné, il faut savoir aussi déléguer. Comment on arrive à faire comprendre à ces dirigeants-là, et j'imagine que c'est aussi parfois ton travail, de modifier certaines choses dans l'entreprise? Est-ce que ça se fait aussi facilement? Ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise et du dirigeant. Il y en a qui en sont conscients parfaitement tout seuls et il y en a qui s'accrochent à leur bébé. Et c'est normal, ils l'ont créé, ils ont mis une énergie folle. Ça passe beaucoup par la relation de confiance, savoir se dire les choses et être partenaire. Et je pense que justement, il ne faut pas être dans une relation hiérarchique. C'est ça aussi qui fait la force d'avoir un expert externe qui arrive, un sparring partner, un coach. C'est toutes ces casquettes un petit peu qui vont se mettre en place pour aider le dirigeant à changer de posture à un moment où il en a besoin. On reprend l'exemple de la scale-up. On passe d'une équipe fondatrice qui a tout fait par elle-même, qui est dans le faire. Il maîtrise tout. Toutes les données, tous les process, toutes les relations, tout. Et puis on grandit, et là, il faut des équipes, il faut des relais, il faut apprendre à déléguer, il faut être dans le faire-faire, prendre de la hauteur stratégique et puis être dans le faire. C'est des postures différentes. Parfois, on en est conscient, et donc on travaille dessus et on se fait accompagner, et parfois, on n'est pas conscient en tant que dirigeant qu'on n'arrive pas à changer de posture. Et donc ça, c'est aussi le rôle, quand on est externe, avec diplomatie, de faire comprendre et de montrer aussi de manière très concrète qu'est-ce que ça implique
pour les équipes, qu'est-ce que ça implique pour la croissance de l'entreprise et l'importance de se structurer, de mettre en place la gouvernance, d'avoir les bons leviers d'exécution, enfin voilà, de prendre cette hauteur stratégique pour prendre les bonnes décisions et de faire confiance et de mettre en place le bon système de délégation. Donc il y a beaucoup de confiance dans tout ça. Et parfois d'ailleurs, il faut accepter d'embaucher des gens qui sont meilleurs que soi. Parce qu'il nous faut des experts dans certains domaines et même si on est fondateur d'entreprise, même si pendant 3-4 ans on a tout maîtrisé, on a besoin de l'expert, trésor ou de l'expert business, développement parce que c'est une expertise qu'on a moins ou c'est une expertise qu'on a mais on ne peut pas être partout. Et souvent l'erreur c'est de vouloir être partout. De rester partout et de ne pas prendre cette hauteur stratégique qui est nécessaire à un certain niveau de l'entreprise. Ok. Peut-être pour partir un petit peu sur un autre sujet, toi tu as une expérience qui est assez intéressante, c'est que tu as travaillé donc dans des grands groupes, notamment chez AXA et dans différentes entités d'AXA, et puis tu as également travaillé, et notamment plus récemment, dans des startups, des scale-up. Quelle différence tu vois, alors peut-être d'un point de vue fonction finance, quelles sont les différences qu'on peut observer entre une fonction finance dans une start-up, une scale-up, et une fonction finance dans un grand groupe en fait? Voilà. Quelles sont les différences marquantes entre ces deux environnements? Alors, au sein d'une direction financière, je ne sais pas s'il y a des si grandes différences que ça. Je pense que le niveau de maturité en termes d'exécution n'est pas le même. Il y a 2 choses peut-être, 3. Il y a la temporalité. C'est-à-dire les prises de décision ne se font pas de la même manière et pas forcément avec le même timing parce que on pilote pas un paquebot comme on pilote un hors-bord. Donc de facto, ça nécessite, voilà, on est sur des prises de décision et des manières de prendre les décisions différentes. L'appétence au risque est pas la même. Et puis par nature, une entité qui est une start-up ou une scale-up, elle n'a pas les mêmes cordes de rappel. D'ailleurs, elle doit les mettre en place, alors que dans le grand groupe, c'est beaucoup plus structuré. Donc on a ces cordes de rappel. Beaucoup plus simple de prendre une décision dans un grand groupe que, en tout cas, les enjeux ne sont pas forcément aussi vitaux que dans une scale-up où il n'y a pas de corde de rappel parce qu'on est en pleine phase de croissance, par exemple. Que chaque décision peut être très vite dangereuse pour la survie de l'entreprise. La décision n'est pas forcément aussi structurante sur l'avenir de l'entreprise. Ça peut l'être quand même dans un grand groupe par moment, mais au sein d'une direction financière, voilà. Après, en termes de pilotage concret, il y a des outils, il y a des KPI, il y a des process. La start-up scale-up, elle doit continuer à les mettre en place et structurer son exécution et ses fondations. La grosse entreprise, elle les a et c'est plutôt comment elle trouve de l'agilité, elle continue à automatiser. Peut-être sa difficulté à elle, la grosse entreprise, c'est qu'elle a un historique. Donc elle a un poids et un volume de données qui lui enlèvent de l'agilité. Si on parle IA, aujourd'hui, la donnée, elle est clé. Quand on n'a pas structuré sa donnée de la bonne manière, et c'est souvent le cas puisqu'on a des années, il y a un legacy, voilà, il y a tout un travail de nettoyage legacy pour pouvoir aller vers l'utilisation intelligente de cette donnée grâce aux technologies actuelles. La scale-up, elle n'a pas le problème parce qu'elle n'a pas ce poids de l'histoire, donc elle a une agilité. Donc les modèles, franchement, une direction financière... Au final, il y a à peu près les mêmes fonctions partout. Il y a des outils qui sont plus ou moins agiles, mais globalement, on retrouve des outils qui font, en tout cas, qui répondent aux mêmes besoins. Pas forcément de la même manière, mais qui répondent aux mêmes besoins. En revanche, l'agilité, la temporalité de la prise de décision n'est pas la même. Parce qu'on a un legacy qu'on n'a pas dans d'autres structures, on a une maturité qu'on n'a pas dans d'autres structures, et tout ça, ça dépend quand même à chaque fois de l'entreprise, de sa culture, de l'appétence aussi que peut avoir une équipe de direction, notamment sur l'exécution. Parce que être dans la stratégie, avoir des objectifs, encore une fois, de croissance et autres, c'est une chose. Se dire, faut aussi que j'ai les fondations d'exécution opérationnelle pour que tout ça reste propre, reste maîtrisé et génère une croissance en fait qui est durable, qui est pérenne et apporte la bonne valeur, c'est autre chose. Et on n'a pas toujours cette maturité d'exécution. Et d'ailleurs, ça, c'est vrai à la fois dans les startups scale-up, mais aussi dans certains grands groupes.
On est très axé politique et moins dans l'exécution, alors qu'en fait, cette opérationnalité, elle est extrêmement importante. Et moi, j'insiste beaucoup à chaque fois sur est-ce qu'on a les fondations d'exécution ? Ça ne veut pas dire être tout le temps le nez dans le guidon. Enfin, si on n'a pas mis en place le bon process de bout en bout qui permet de maîtriser sa donnée, qu'on n'a pas structuré sa donnée, comment on veut faire de l'IA demain, par exemple, ou aujourd'hui même, parce que c'est même pas demain, c'est aujourd'hui et c'était même hier. Donc ça nécessite de le penser. Tout à fait. Ok, très clair. Pour rebondir sur ce que tu disais sur l'IA, aujourd'hui au sein des directions financières, voilà, quels sont les principaux cas d'usage qui marchent aujourd'hui en direction financière et puis peut-être celles qui sont un peu survendues? Aujourd'hui, ce qui va marcher, d'abord aujourd'hui, l'IA, elle ne fait pas vraiment de workflow. Elle ne traite pas le bout en bout. Pas encore en tout cas, ça va venir. Et donc, on peut traiter un bout en bout en mettant plusieurs agents en place. Mais on n'a pas encore le workflow très naturel dans un seul agent IA. Et donc, ce qui va marcher, c'est des use cases très concrets qui vont permettre d'apporter du gain de temps, de la productivité. On a une gestion de sinistre, grand risque, si on revient sur AXA Corporate Solutions. Et sur l'assurance. Et sur l'assurance. Un sinistre grand risque international, c'est des tonnes de papier, c'est des mois et des mois d'investigation de sinistres, etc. pour certains sinistres, en France et à l'étranger. L'IA, c'est génial. Ça va synthétiser tout ça, ça va permettre de garder les priorités, etc. Donc en gestion de sinistre, il y a vraiment des cas très concrets. Si on prend la direction financière, il y a beaucoup sur les réconciliations. Le travail de réconciliation, c'est un travail délirant dans les équipes, très pénible, pas hyper intéressant en termes de valeur ajoutée. Par contre, si on n'a pas cette réconciliation, on n'est pas sûr que notre donnée est intègre, on n'est pas sûr que notre donnée est fiable pour pouvoir produire les comptes, pour pouvoir faire nos analyses, etc. Donc l'IA, elle va apporter tout ça. Et finalement, c'est plein de use cases très concrets comme ça, plutôt sur de la profitabilité, de la productivité, pardon. Et ça va apporter en fait de la latitude aux équipes finances et aux autres équipes pour les use cases qui les concernent, où on va inverser un petit peu les choses. Avant, je dirais qu'on avait 80% de temps de production et 20% d'analyse, de prise de recul, de vision stratégique, etc. Mais maintenant, l'IA faisant les choses sur un certain nombre de tâches, on a 20% de prod parce que l'IA, faut quand même contrôler. Bien sûr. C'est une forme de délégation, l'IA. Donc on a délégué une tâche, il faut juste qu'on s'assure qu'elle a bien été faite. Et donc ça nécessite quand même de gérer cette délégation. Et bien on va avoir 80% de notre temps, on va pouvoir aller dans les analyses. Donc c'est un peu une inversion des choses. Okay. Et pour revenir sur la question de qu'est-ce qui est survendu, c'est le tout IA. Moi, j'y crois pas aujourd'hui. Je le vois pas. Et en plus, encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on est sur des agents à qui on a délégué des tâches, comme on délègue des tâches à certains collaborateurs. Et ça n'apporte pas la prise de... Enfin, ça n'empêche pas à la fois de contrôler cette délégation, mais aussi d'avoir cette capacité d'analyse. Ok, très clair. Et juste pour conclure, un dernier point sur ta casquette d'investisseuse, parce que je sais que tu interviens également sur cet aspect. Toi, aujourd'hui, dans les dossiers que tu regardes avec l'IA, quels sont les points clés que tu vas regarder pour analyser un dossier? Quels sont, par rapport à ce qu'on disait juste avant sur ce qui peut être survendu, qu'est-ce qui apporte vraiment de la valeur? Toi, aujourd'hui, en tant qu'investisseuse, quels sont les sujets que tu regardes aujourd'hui et sur quoi tu te bases pour te dire, là, il y a quelque chose dans cette boîte? Alors, deux choses par rapport à l'IA. La première, c'est que moi, j'utilise l'IA pour analyser le dossier, voire pour monter les prévisionnels ou les challenger. Ouais. Claude fait ça super bien, il y en a d'autres, mais donc c'est un très bon outil pour moi pour m'aider dans mon analyse du dossier. Voilà. Donc, et puis au plus on l'entraîne et au plus il comprend aussi notre thèse d'investissement et qu'est-ce que ça veut dire. Et puis après, je vais regarder... Quand on présente un dossier, on me dit il y a de l'IA, machin, il y a quoi concrètement? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où c'est pas vraiment de l'IA, ou alors c'est pas core business, ça apporte pas une valeur. Donc quand on parle d'IA dans un dossier, c'est qu'est-ce que ça apporte dans le core business, qu'est-ce que ça apporte comme valeur à l'entreprise, qu'est-ce que ça fait concrètement cette IA dans ce dossier-là. Est-ce que c'est survendu, pas survendu, okay. Voilà. Et c'est surtout ça. Et juste pour finir là-dessus, s'il n'y a pas d'IA, est-ce que tu te dis que c'est un bon dossier ou pas? Ou est-ce qu'il faut quand même une couche d'IA pour se dire que cet investissement-là, il peut être, cette entreprise-là, en tout cas, elle peut être viable?
Alors, moi, j'investis beaucoup dans les insurtech, fintech, healthtech, cyber et autres. Donc, ouais, il faut une couche d'IA. Il en faut une. Mais j'allais dire, il n'y a pas besoin de la vendre, en fait. Ce sont des outils. Et donc, C'est pas l'argument de vente, faut qu'il y en ait, mais c'est pas ça en fait la valeur. En fait, s'il n'y en a pas, je vais me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils n'ont pas tiré avantage de l'IA? Parce que l'IA peut leur apporter des choses. C'est plus cette discussion de... Et c'est pas forcément un élément qui va bloquer l'investissement, mais c'est de comprendre pourquoi l'équipe dirigeante, l'équipe fondatrice, elle a choisi de ne pas aller vers l'IA. Okay. Des fois, c'est des choix très pensés et qui sont très structurés et pertinents. Et ça dépend. Et ça se comprend. Ok, très clair. Et ben, merci beaucoup en tout cas Anouk. C'était un vrai plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ces différents sujets. Et en tout cas, à très vite pour un nouvel épisode de Balance Sheet. Merci. Merci à toi, Gilles. Merci Anouk.